la pandémie qui a fait qu'on s'intéresse au sujet. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que le gouvernement français avait fait appel à un cabinet de conseil, en l'occurrence le cabinet de McKinsey, pour qu'il l'aide à répondre à cette urgence médicale. Ce qui en soi n'était pas forcément scandaleux, parce qu'on se disait à circonstances exceptionnelles, moyens exceptionnels, donc pourquoi pas ne faire appel à ce cabinet. Sauf qu'on s'est mis quand même à enquêter compte tenu des sommes qui étaient en jeu, des millions d'euros qui étaient en jeu. Et surtout, à ce moment-là, les fonctionnaires de la santé nous ont dit « Oui, mais ce qui se passe pendant la pandémie, en réalité, ça se passe tout le temps, tous les jours, pour toutes nos décisions. Dès qu'il s'agit de savoir comment on va réorganiser l'hôpital, on fait appel à un cabinet de conseil. Dès qu'il s'agit de savoir comment on va réorganiser le système de santé publique, on va faire appel à d'autres cabinets de conseil. » Et donc, nous, on a interrogé des fonctionnaires de la santé publique, mais aussi de l'éducation, mais aussi de la défense, mais aussi du monde de l'économie, mais aussi de la justice, mais aussi des policiers. Et à chaque fois, on avait les mêmes réponses. Grosso modo, ce ne sont plus véritablement nous, fonctionnaires, qui décidons et qui mettons en œuvre les stratégies à suivre. Ce sont des gens du privé, de cabinets de conseil, qui viennent nous dire, nous, fonctionnaires, comment on doit organiser le service public. Et on s'est rendu compte que ce phénomène n'avait jamais été mis à jour dans son ampleur. Et là, on s'est mis à fouiller. Oui, au fur et à mesure qu'on a creusé, en fait, on a pris conscience d'une réalité qui était complètement cachée et complètement secrète. Alors, pourquoi caché, pourquoi secret? D'abord, il y a une stratégie des cabinets de conseil de ne jamais apparaître publiquement. Ils ne donnent jamais d'interview, on ne sait quasiment pas qui les dirige en France, jamais on ne voit apparaître dans les médias tel ou tel consultant. Tout se passe dans le secret des cabinets des ministères, dans des appels d'offres qui sont normalement publics, mais en fait en creusant on s'est rendu compte que c'était plus compliqué que ça, parce que les appels d'offres sont de grands appels d'offres, et puis après chaque ministère vient piocher ce dont il a besoin dans une espèce d'incitation à consommer du conseil, qui fait que finalement le citoyen n'a pas de possibilité de connaître ce qui a été commandé, ce qui a été dépensé. Et donc, on a aussi interrogé les ministères, et là, encore plus surprenant, le gouvernement, on a été confronté à une fin de non-recevoir. La première question qu'on a posée, c'était Amélie de Montchalin, à l'époque, qui était ministre de la fonction et de la transformation publique. On lui dit « Bonjour, Madame la ministre, combien vous dépensez, combien le gouvernement dépense chaque année en prestations intellectuelles pour l'achat de conseils ?» Elle nous dit « Je ne sais pas ». Et très clairement, elle ne savait pas. Il n'existait pas de chiffres reconstitués au niveau de l'État pour savoir quelle était la somme globale dépensée chaque année. Nous, à force de fouiller, d'agréger, on est arrivé à un chiffre compris entre 1,5 milliard et 3 milliards si on prend en compte seulement l'État ou aussi la fonction hospitalière, les collectivités territoriales. Donc on se rend compte que ça n'est pas rien comme chiffre. Et c'était un chiffre qui n'était pas à la disposition tentée de l'État, comme si c'était un non-sujet. Et plus que ça, plus on interrogeait chaque ministère en disant « Qu'est-ce que vous achetez comme conseil et pour quelle raison ?» et moins on nous répondait. Il y avait vraiment une volonté de ne pas être transparent là-dessus. Et ça nous a complètement interpellés, à la fois à cause des sommes en jeu et des sujets concernés, parce que ce n'étaient pas des petits sujets d'achat de crayons ou d'ordinateurs, ce sont des conseils en stratégie, en changement, en transformation, ce qui veut dire concrètement en langage courant, qu'on demande au privé de réfléchir au service public de demain, d'aujourd'hui et de demain, et personne n'en parlait, et nous journalistes, on n'avait pas accès ni aux chiffres, ni au pourquoi du comment, au contenu. Il y a eu une forme de mensonge de la part du gouvernement tout au début de cette affaire. Après nous avoir dit « nous ne savons pas combien ça coûte »,
ils ont bien dû répondre aux sénateurs. Et la ministre de la fonction publique a été entendue par la commission d'enquête du Sénat sur ce sujet des cabinets de conseil. Et elle a donné un chiffre, autour d'une centaine de millions d'euros. Nous savions, parce que nous avions enquêté, que ce chiffre était inexact. On peut penser au départ, et je pense que le gouvernement a pensé au départ que ça passerait, il a aussi fait des erreurs de perception par rapport à ça, parce qu'on s'est dit, les cabinets de conseil, on ne sait même pas ce que c'est vraiment un cabinet de conseil, ce sont des multinationales, c'est lointain, elles n'ont pas de visage, etc. C'est très lointain, c'est très technique. Et c'est ce qu'ils ont essayé, le gouvernement, dans sa réponse politique au départ. L'État et Emmanuel Macron essayent d'abord de banaliser en disant « mais tout le monde fait ça, c'est une industrie mondiale, tous les gouvernements en Occident, que ce soit aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, font appel à des cabinets de conseil, les grandes entreprises elles-mêmes font appel à des cabinets de conseil, c'est quoi la question ?» Mais en fait, pour les Français, c'est d'une très grande proximité. Et je crois que les politiques n'ont pas perçu ça. Et c'est ce qu'on a essayé par souci de pédagogie, de porter tout au long de la promotion du livre, des interventions qu'on a pu faire. C'est que le français, le service public, l'État, c'est vraiment quelque chose de très puissant dans notre société. Ce ne serait peut-être pas la même chose aux États-Unis ou en Angleterre, etc. En France, les gilets jaunes, au départ, ça se déclenche parce qu'il y a un problème d'opposition et il y a un cri du cœur qui est « occupez-vous de nous, rendez-nous nos services publics ». Quand on voit tous les débats qui sont provoqués par l'éducation, par l'hôpital en France, il y a un attachement extrêmement fort au service public qui est très particulier à la France. Et de ce point de vue, ce sujet a été extrêmement concernant. Les gens étaient beaucoup plus au courant que ce qu'on aurait pu penser, parce que s'ils travaillent, de ce que c'est un cabinet de conseil, je veux dire, parce que ceux qui travaillent dans le privé ou dans les collectivités locales, ils avaient déjà eu affaire à des consultants, sans avoir pu se rendre compte de l'importance que ça avait prise. Et donc on a eu face à ça une réponse, un questionnement, comme si on venait révéler le pourquoi du comment. Depuis 15 ans, le public porte une parole, le politique porte une parole qui est « on va faire mieux de services publics avec moins d'argent et réduire l'argent », la transformation du service public. Et ça, les Français qui entendent ça, politique de droite comme de gauche, depuis 15 ans, grâce au livre, ils ont compris d'où venait cette parole-là. Et ça leur a parlé tout de suite. Donc le gouvernement a été pris, moi j'avais vraiment l'impression d'avoir un lapin dans les phares des voitures. D'un coup, il a fallu s'expliquer, donner des chiffres, donner un élément de la politique publique qui n'avait pas été fourni. Alors ils ont pris des engagements, ils ont souvent essayé de contourner le problème et de répondre à côté, parce qu'il y a des questions aussi simples de pourquoi on fait appel au cabinet de conseil, sur lequel par exemple on n'a pas eu de réponse très satisfaisante. Le boulot du journaliste dans une démocratie, c'est de participer à la transparence. Il ne peut pas avoir d'impact sur la manière dont les citoyens s'en saisissent et sur la manière dont ils s'organisent pour s'en saisir. Concernant les cabinets de conseil, ce qui était très intéressant, c'est que tous les partis de gouvernement, je dirais, que ce soit l'UMP ou les LR hier, puis le Parti socialiste, puis la République en marche d'Emmanuel Macron, avaient eu la même politique. C'était très intéressant de voir ça, cette espèce d'uniformité sur les 20 dernières années de tous les partis politiques. Et sur le reste de l'échiquier, je dirais, au moment de cette élection présidentielle, que ce soit Marine Le Pen d'un côté ou Jean-Luc Mélenchon de l'autre, ils n'ont pas été très à l'aise pour se saisir du sujet parce que ce sujet était complètement nouveau. On a eu l'impression que c'était aussi une réalité qui leur apparaissait et quelque part, aucun des candidats
n'a construit de solutions alternatives au recours au cabinet de conseil. Donc finalement, ce sujet prospère dans le débat public dans un moment qui est l'élection présidentielle. Donc on en parle, mais on ne voit pas la solution concrètement, la transposition dans un programme politique porté par un candidat. C'est peut-être une question de timing, peut-être que ça viendra, et nous, notre travail, c'est celui d'aller à la rencontre du plus grand nombre d'intervenants possible pour que les gens s'interrogent. Ce qui a été très intéressant, moi je n'avais jamais vécu ça, et je pense que Mathieu non plus, dans l'après-publication du livre, c'est à quel point les gens sont venus nous chercher pour venir discuter de ce sujet, mais de tous les horizons. On a eu des syndicats, des hauts fonctionnaires, des grandes écoles, des profs d'université en management public, des consultants. Enfin, vraiment, il y a eu comme si la société, enfin une partie de la société qui avait chacun un tout petit regard sur ce sujet-là, venait nous voir en disant « discutons-en ». Donc nous, notre espoir, c'est qu'on a allumé un débat qui va prospérer et qui va permettre de construire une solution collective, ou en tout cas une alternative. Mais de toute manière, je dirais que rien de tout ça n'existe sans la transparence, et le travail du journaliste, au départ, c'est de fournir cette information pour la transparence. Même si au début, c'est pas pour nous un sujet qui est d'abord politique. C'est un sujet qui est journalistique. C'est-à-dire qu'on découvre un phénomène, on le documente, on enquête dessus, et puis on le révèle. Il se trouve que comme le sujet est sorti au moment où il y avait une campagne présidentielle, il est aussi devenu politique. Et à ce moment-là, il y a une question politique qui s'est posée. Une question politique qui s'est posée aux journalistes, qui nous a été posée. Ce qui nous a été dit par un certain nombre de personnes, c'est « vous êtes en train de révéler quelque chose qui va faire le jeu des extrêmes ». Et plus précisément, vos révélations sont en train de faire le jeu de Marine Le Pen qui se retrouve en face d'Emmanuel Macron. Et du coup, on s'est retrouvé face à une vraie question politique. Nous, il nous est apparu qu'il était plus utile de faire transparence que de cacher. Et nous sommes à peu près convaincus, si je peux me permettre de répondre parce qu'on en a beaucoup discuté ensemble avec Caroline, qu'il est plus utile de dire les choses, de les expliciter, de les révéler au public, que de tenter de les dissimuler. Voilà, c'est en ça que, effectivement, notre travail journalistique et d'enquête a rencontré un terrain politique, si vous voulez.